Rien ou presque ne va plus pour les entreprises. Elles ferment leurs portes. 2015 a été une année record en termes de défaillance. Elles trouvent du mal à se financer. La réunion de Banque Al Maghrib avec le GPBM et la CGM a mis en place une commission pour tenter de résoudre cette problématique. Et voilà un indicateur qui ne va pas les rassurer. C'est une première. Les crédits inter-entreprises ont dépassé en 2015 les crédits bancaires aux entreprises. Pourquoi? Quelle solution pour nos entreprises? Voilà le premier sujet des décodeurs Atlantiques ce matin. Nos décodeurs du jour, Amine Diori, bonjour. Bonjour Landry. Responsable PME chez Inforisque, et Tariq Malki, bonjour. Bonjour Landry. Docteur en économie, membre du CMC, le Centre marocain de conjoncture. Ça tombe bien, deuxième sujet que vous allez décoder, messieurs, à partir de 9h45. Il est lié, c'est cette question: comment doper l'attractivité du Maroc? Question que nous nous posons alors que le Centre marocain de conjoncture vient de publier les résultats de sa première enquête sur la perception de l'attractivité marocaine par les opérateurs économiques. Résultat, c'est moyen. La note donnée de 46,9 sur une échelle de 100 points basée sur plusieurs indicateurs. Point négatif, le manque de transparence, le coût élevé des facteurs de production et les difficultés d'accès au financement. On expliquera ça. Comment résoudre ces mots? Comment doper l'attractivité? Vous nous répondrez 55 77 pour réagir, poser vos questions. C'est Dirham TTC par SMS ou bien la page Facebook Les Décodeurs Atlantiques. C'est parti. C'est une première qui inquiète encore un peu plus l'environnement économique du pays. Le crédit inter-entreprise a augmenté de 100 milliards de dirhams sur les 4 dernières années. Il a atteint 365 milliards de dirhams, soit davantage que les prêts des établissements bancaires aux entreprises, 330 milliards de dirhams. Amine Diori, qu'est-ce que ça relève comme constat? Alors le constat qu'on peut en tirer, c'est qu'effectivement, alors en 2010, les encours de crédit et le crédit inter-entreprise étaient au même niveau. Depuis, le crédit inter-entreprise a augmenté, le taux de croissance du crédit inter-entreprise a augmenté 2 fois plus vite que l'encours de crédit. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion? C'est de dire, alors à mon avis, il faut différencier les deux types d'encours, les encours de crédit à l'investissement et les encours de crédit de trésorerie. Ouais. Si on se focalise sur les encours de crédit de trésorerie, clairement, il y a un problème qui est celui de l'augmentation du besoin de trésorerie des entreprises lié au problème des délais de paiement. Donc de plus en plus net, de plus en plus fort ce besoin. Ah oui, clairement. Aujourd'hui, les délais de paiement atteignent pour les TPE 9 mois, ce qui est absolument gigantesque, ça continue d'augmenter. Donc les délais clients augmentent, le besoin de trésorerie augmente, donc à un moment donné, il faut le financer. Comment on le finance? Soit on va voir son banquier, et dans ce cas-là, le banquier dit non. Soit on trouve un autre moyen, et dans ce cas, on répercute ce délai client sur son fournisseur. Et donc on arrive à ce constat aujourd'hui, les crédits interentreprises qui ont augmenté de 100 milliards de dirhams sur 4 ans. Tariq Malki, c'est inquiétant. Il faut vraiment aujourd'hui tirer la sonnette d'alarme. On a vu cette prise de conscience de Banque Al Maghrib, du GPBM et de la CGM, mais pour l'instant pas de solution concrète. Ça, c'est vraiment inquiétant. Écoutez, tout cela illustre bien la situation économique assez difficile, voire sévère que le Maroc traverse. Les problématiques du délai de paiement n'est qu'un symptôme d'un mal extrêmement profond, dont nous aurons l'occasion de revenir essentiellement dans la deuxième partie de l'émission. L'idée, c'est que le problème fondamental numéro 1, et qui ne doit pas masquer cette réalité du délai de paiement, c'est le problème de l'accès au financement de nos PME. Lorsque vous avez des banques aujourd'hui qui regorgent de liquidités, parce que nous sommes à plus de 800 milliards de dirhams en termes de dépôts, augmentation de pratiquement 10%, donc ce qui tranche avec ce qu'on a connu il y a quelques années. Rappelez-vous, Banque Maghreb devait injecter donc un certain nombre de liquidités par semaine pour d'une certaine manière lutter contre ce problème de sous-liquidité du marché interbancaire. Donc là, ce problème semble réglé, mais d'un autre côté, les crédits donc octroyés pour financer l'économie marocaine, eux, n'ont diminué que de 2% en 2014-2015 pour se situer à un peu moins de 800 milliards, dont moins de la moitié, 40% à peu près, sont dévolus donc au secteur privé, donc les PME. Donc on est à 330 milliards, et sur ces 330 milliards, moins de 30% sont dévolus aux PME. Donc ce qui pose véritablement un problème de fond, dans la mesure où chacun sait à quel point l'accès au financement pour les entreprises est un facteur de compétitivité extrêmement important. Donc on a deux tableaux différents, vraiment.
C'est le constat, en tout cas, quand on voit les chiffres. C'est un constat, c'est-à-dire que les chiffres parlent d'eux-mêmes, et donc on voit d'un côté les encours des banques qui augmentent, et les crédits donc octroyés pour financer l'économie, eux, stagnent d'une année sur l'autre. Donc alors même qu'il y a, quand même, il faut ouvrir une parenthèse un peu positive et rappeler donc les efforts qui ont été faits par les pouvoirs publics en matière de réglementation, notamment la mise en place du CDVM hier, aujourd'hui l'autorité marocaine de marché, la bourse de Casablanca, qui malgré les critiques reste la troisième puissance financière en Afrique. Et s'ouvre au PME. Elle est en train justement. J'allais en parler, dans la mesure où ce financement, à travers donc l'ouverture du capital des PME au marché boursier, donc est en train de se faire à travers une réforme du troisième compartiment, ce qu'on appelle donc la mise en place donc du troisième compartiment, également les outils, les instruments de politique publique qui ont été mis en place dans le cadre du plan émergence hier, dans le cadre du plan d'accélération industrielle. Il y a des nouvelles sources de financement également qui sont en train de se mettre en place, le crédit bail notamment, et les nouvelles techniques de financement, dont notamment le capital risque et le capital investissement, qui se développent progressivement, l'accès donc au marché boursier, mais tout cela malheureusement ne doit pas donc occulter une réalité qui fait en sorte que l'accès au financement reste le problème majeur pour les entreprises marocaines, et nous reviendrons tout à l'heure dans les solutions à apporter. Oui, pour l'instant, parce que c'est vrai que les solutions claires et nettes, elles sont pas encore vraiment dressées, dessinées. On a vu cette réunion entre Banque Al-Maghrib, GPBM et CGM, Amine Diouri. Pour l'instant, mise en place d'une commission. Il y a des discussions à chaud sur notamment les garanties que demandent les banques aux entreprises. Ça coince là-dessus. C'est une partie des problèmes, ça, c'est clairement une partie du problème. Effectivement, les garanties réelles demandées aux demandeurs sont évidemment exorbitantes. Certains entrepreneurs n'ont pas quoi mettre face au crédit demandé. Ça, c'est un des points. Maintenant, il y a des solutions qui ont été avancées. Alors, on parle de rapprocher le banquier de l'entreprise en communiquant davantage sur les méthodes de scoring, par exemple, utilisées par les banques, et les communiquer auprès des entreprises pour qu'elles soient davantage sensibilisées aux outils qu'utilise le banquier, par exemple. Autre piste qui est en cours, je parlais des délais de paiement. Pour moi, c'est effectivement aussi un point crucial. La nouvelle mouture de la loi sur les délais de paiement sur les marchés publics, qui doit diminuer le délai à 60 jours pour les marchés publics. Mais ça, les premiers impacts, donc peut-être d'ici la fin de l'année. Peut-être. Peut-être. Voilà. D'autres solutions, sinon ça reste maigre. En dehors de ça, pour l'instant, ils sont encore en phase de discussion. On attend d'autres pistes un peu plus élaborées. Avec une réunion très prochainement. Tariq Maki, d'autres solutions? D'abord, pour revenir sur le problème de la garantie, qui est justement donc le problématique numéro 1 pour les banques. Moi, je pense que l'État, à travers des instruments dont il a à disposition, devrait peut-être trouver les moyens de faire pression sur les banques pour, d'une certaine manière, alléger le système de garantie qui est donc imposé aux PME, qui malheureusement, dans la mesure où la plupart d'entre elles sont soit en phase de création ou en phase de développement, n'ont aucune ou peu de garantie à faire valoir. Il y a un certain nombre d'instruments qui ont été mis en place, donc 2 outils nouveaux qui ont été donc lancés ou qui sont en voie de lancement par la Caisse centrale de garantie dans le cadre du plan d'accélération industrielle. Donc c'est des éléments positifs. Donc il faudra donc voir de quelle manière ils vont se mettre en place. Mais moi je préconise, parce qu'il y a aussi un problème important à travers cette problématique de besoin de financement de l'économie, c'est l'effet d'éviction. Donc nous sommes dans une période aujourd'hui où malheureusement le secteur privé pâtit de ce qu'on appelle l'effet d'éviction, dans la mesure où l'État va donc capter donc la majorité donc de l'épargne sur les marchés financiers pour financer justement son déficit budgétaire au détriment des projets d'investissement des banques, et tout cela c'est dû à mon sens donc à une insuffisance en matière donc de dépôt bancaire. Donc il faudrait élargir à travers un maillage territorial qui aurait donc pour impact donc d'élargir donc l'accès aux banques donc d'un certain nombre de territoires qui sont donc aujourd'hui isolés.
Il y a également donc les conditions d'entrée des PME en bourse qui doivent être allégées et surtout favoriser cette culture boursière qui n'existe pas. Donc je prends. Ça vous y croyez vraiment Oui, j'y crois parce que surtout au niveau de la formation. Donc je prendrai quelques secondes pour donner l'exemple d'un projet qui existe, qui est mis en partenariat entre la bourse de Casablanca et la bourse de Londres, le projet Elite, qui a pour objectif de mettre en place les instruments d'accompagnement en termes notamment de formation des dirigeants de PME pour mettre en place leur premier le IPO, donc leur première introduction en bourse. Et ce projet donc est mené par un certain nombre de groupes d'enseignement supérieur, dont notamment le groupe ISCA. Donc c'est la première fois que ça se fait. Et bon, il faut attendre bien évidemment, mais je pense que ça participera d'ailleurs de tout ce qui est lié donc à la culture entrepreneuriale et financière qui fait défaut. Oui, on voit des ébauches de solutions donc. Mais il y a une solution. Une solution, une autre solution. Pour moi la plus importante, il y avait une solution à retenir, c'est celle-ci. Voilà, à mon sens. Donc on ne pourra pas faire l'économie si on veut véritablement renforcer et développer notre tissu de PME, de créer donc une banque publique d'investissement comme cela. Vous souvent dit ça, c'est vrai. Comment ça se fait? Moi je le dis depuis plusieurs années. Honnêtement, il n'y a pas cette prise de conscience. Je pense qu'il y a peut-être une certaine paresse au niveau intellectuel, au niveau idéologique. On n'a pas exploré les solutions qui marchent. Mais moi, j'aimerais prendre quand même l'exemple de la KPMW en Allemagne. C'est un système de financement donc des TPE-PME bancaires en Allemagne, au niveau donc des lenders. Et c'est un système qui a connu un énorme succès dans le sens où aujourd'hui donc les PME en Allemagne notamment ne passent pas par le marché boursier. Elles passent par des banques qui est donc un partenaire extrêmement donc important et qui, juste pour terminer rapidement sur ça, ces banques publiques d'investissement jouent le rôle d'abord de prêteurs et surtout donc elles rentrent également donc dans le capital d'un certain nombre de structures, de start-up nouvelles, innovantes dans des secteurs d'activité donc assez spécifiques et intéressants. Et moi je pense que c'est une solution. Donc j'aimerais avoir peut-être tout à l'heure quelques minutes pour développer, mais c'est une orientation extrêmement importante à privilégier dans les années qui viennent. Vous êtes bien dans les Décodeurs Atlantiques, votre émission de décryptage de l'actualité. Nous sommes toujours avec Tariq Amalki, docteur en économie, membre du Centre marocain de conjoncture, et Amine Diori, responsable PME chez Inforisque. On parle des entreprises, de l'accès au financement pour les entreprises, puisque pour la première fois, les crédits interentreprises ont dépassé les crédits bancaires pour les entreprises. 365 milliards de dirhams contre 330 milliards de dirhams. Source d'inquiétude donc, alors que se tient en ce moment plusieurs contacts. C'est déjà tenu une réunion entre Banque Al-Maghrib, le GPBM et la CGM pour trouver des solutions d'accès au financement aux entreprises, tout simplement. Tariq Amalki, juste avant la pause, vous nous parliez de votre idée de banque publique d'investissement pour l'accès au financement des PME. Ça ressemblerait à quoi concrètement au Maroc ? J'aurais d'abord la modestie de dire que ce n'est pas mon idée. C'est une idée qui est partagée par plusieurs économistes de la place et idée que j'ai moi-même défendue depuis déjà plusieurs années dans le cadre du CMC. Donc cette idée de la banque publique d'investissement est en réalité donc une manière de contourner le crédit bancaire traditionnel dont les moyens de pression de la part de l'État sont relativement faibles, de contourner également donc l'insuffisante dynamique de la bourse de Casablanca qui, malgré les réformes en cours, ces réformes ne donneront pas leurs résultats donc avant plusieurs années. Donc l'idée c'est qu'il y a urgence et il faut donc se baser sur les modèles qui marchent. Et aujourd'hui donc l'Allemagne depuis plusieurs années donc a créé donc ce modèle des banques régionales donc qui sont donc affiliées à des lenders et qui ont, pour vous donner donc un chiffre précis, qui prêtent à peu près l'équivalent de 14 milliards d'euros sur 3 ans à peu près donc 20 000 PME donc au niveau donc des territoires allemands. Donc en Allemagne solidement. En Allemagne seulement, voilà, ça c'est l'Allemagne. Donc la France ensuite a emboîté le pas en 2012, donc à travers la création de la fameuse BPI, promesse du candidat Hollande de l'époque. Donc l'idée pour nous, ce serait donc de créer notre propre banque d'investissement public qui serait également donc qui accompagnerait ce mouvement de la régionalisation, parce que donc l'idée, dans la mesure où le pouvoir des régions est en train donc de prendre de l'importance, donc l'idée c'est qu'il faut également donc intégrer une dimension
dimension donc régionale à cette banque publique d'investissement, en permettant aux conseils régionaux élus donc de participer à la gestion, à la gouvernance, même à l'orientation d'une certaine manière de l'épargne publique vers des secteurs à forte valeur ajoutée. On pense à tout ce qui est donc lié à l'efficacité énergétique, la transition énergétique, les nanotechnologies, les biotechnologies, permettre également aux entreprises d'avoir accès à des guichets uniques régionaux qui leur donneraient donc l'opportunité donc d'avoir des outils ad hoc. Alors pour le financement, ça coûterait beaucoup d'argent. Il faudrait se mettre les moyens. C'est-à-dire que la BPI en France, c'est 40 milliards d'euros de budget. Donc il ne faut pas transiger sur les moyens, et les moyens sont là. Donc il suffit d'abord de mesurer l'impact par exemple de la baisse des prix des matières premières, les gains en matière que l'État donc a pu effectuer donc en matière d'excédent budgétaire, la réforme de la caisse compensation. Donc il y a qui génère d'une certaine manière une marge de manœuvre budgétaire dont l'État peut tirer profit et injecter dans cette future banque. Ne pas oublier les financements internationaux également, et puis donc solliciter bien évidemment donc l'épargne publique des Marocains. Est-ce que vous nous disiez, Tariq Amalki, c'est que cette banque publique d'investissement, elle pourrait prendre forme peut-être avec l'ANPME, en termes de gouvernance, moi je préconiserais la transformation du statut de l'ANPME qui deviendrait donc une banque traditionnelle donc de financement de la PME, mais il ne faut pas oublier également que cette BPI aurait également vocation à prendre des participations à court moyen terme dans des entreprises donc innovantes. Donc pour cela, il faudrait bien évidemment donc créer des filiales, des structures chargées donc de prendre des participations. Et dernier point, pour la gouvernance de la banque, il ne faut pas que celle-ci soit uniquement gérée par l'État. Donc il faut à mon avis donc une gouvernance collégiale où l'État est intégré, la CDG éventuellement, ainsi que un certain nombre de partenaires du secteur privé. Bon, voilà une solution en tout cas. Elle n'a pas encore été abordée pour l'instant avec Banca Maghrib, la CGM et le GPBM. Bon, ça serait au gouvernement également de penser une telle banque publique d'investissement. Est-ce qu'il y a d'autres solutions côté privé peut-être, Amélioré ? Oui, effectivement. Mon collègue vient à l'instant de parler de la mobilisation de l'argent public. En France, il y a un nouveau phénomène qui se développe beaucoup, qu'on appelle le crowdfunding, qui consiste en fait pour des boutiques d'affaires à mobiliser l'épargne privée, donc des agents, des particuliers, mais aussi des institutionnels et des entreprises. Et en fait, l'objectif de cette mobilisation de l'épargne privée, c'est ensuite permettre à ces boutiques de prêter de l'argent aux entreprises qui en ont besoin. Et aujourd'hui, ces sociétés qui font du crowdfunding concurrencent directement les banques, notamment d'autant plus qu'elles sont spécialisées sur justement la partie PME. On voit des premières initiatives se développer au Maroc, ça reste encore très timide. On peut imaginer un développement rapide de ce crowdfunding au Maroc ? Alors pour ça, il faudrait prévoir des incitations fiscales pour les particuliers, comme il existe aujourd'hui en France. C'est-à-dire que chaque personne qui investit une partie de son patrimoine justement pour le placer auprès d'entreprises bénéficie des réductions d'impôts. Il faudrait dans un premier temps poser ce cadre fiscal qui favoriserait, à mon avis, le développement de cette pratique au Maroc. Et ça peut être une solution pour l'accès au financement des petites et moyennes entreprises. Bien sûr, ça peut être une très bonne solution. Ça peut être une solution qui est très viable et qui est vraiment le pendant des banques. Qui serait rapide, qui serait peut-être plus rapide qu'avoir un crédit bancaire. Ah oui, certainement. C'est l'objectif de ces petites boutiques, justement. Des montants plus faibles, des catégories d'entreprises TPE, PME. Et évidemment, l'objectif de ces boutiques, c'est aussi la réactivité, d'être plus réactif par rapport aux besoins des entreprises. Eh bien voilà quelques solutions abordées ce matin pour répondre à l'accès au financement, besoin d'accès au financement qui grimpe de plus en plus pour les entreprises. Dans un instant, on va parler de cette étude publiée par le Centre marocain de conjoncture fin de semaine dernière sur l'attractivité du Maroc, la perception de l'attractivité marocaine par les opérateurs économiques. Étude où la note du Maroc est moyenne, messieurs, à 46,9 sur une échelle de 100 points basée sur plusieurs indicateurs. On va décoder tout ça, mais avant la séance traditionnelle coup de gueule, coup de cœur. On va commencer par vous, Tariq Amalki. Qu'est-ce que vous nous avez choisi aujourd'hui ? Je voudrais faire un coup de cœur sous réserve à travers la décision que je considère comme historique de la présentation par le ministre de l'Éducation nationale de la réforme de l'éducation marocaine qui met fin
enfin à 30 ans d'arabisation qui a causé des véritables ravages dans notre système d'éducation. Donc l'introduction des langues, notamment la langue française dès la première année du primaire, plus l'enseignement de l'ensemble des matières techniques et mathématiques en français, plus le renforcement de la langue anglaise, sera, à mon sens, de nature à moderniser, redynamiser et inscrire véritablement notre système d'éducation dans la modernité, la compétitivité économique dont nous avons tant besoin. Alors bien évidemment, le bémol à cela, c'est que c'est une réforme que nous attendions depuis 3 ans, mais beaucoup de gens interpellent le ministre malgré son courage et sa capacité à avoir donc imposé un petit peu donc l'orientation devant le chef de l'État, c'est la question des moyens. Il ne s'agit pas de vouloir donc introduire, renforcer l'enseignement des langues, quid des moyens, quid de l'accompagnement pédagogique en termes de formation des instructeurs lorsqu'on sait véritablement donc l'indigence dans lequel se trouve le niveau de formation de nos maîtres. Ouvre de soulagement, mais quand même des inquiétudes. Mais il y a quand même un certain nombre d'inquiétudes par rapport aux moyens humains, logistiques et financiers qui devront être mis en œuvre afin donc de porter une réforme que moi je salue et que je soutiens sans réserve. Voilà. Amine Diori, coup de gueule, coup de cœur? Alors moi c'est plutôt un coup de gueule. C'est lié à l'embroglio, lié à la cotisation minimale. Donc c'était une des mesures phares fiscales annoncées lors de la loi de finances 2016. Alors, la semaine dernière, il y avait une circulaire de la DGI qui annonçait que les cotisations minimales antérieures à 2016 ne seraient plus imputables, ne devraient plus être imputables sur l'excédent d'impôt sur cotisation de l'exercice 2016 et suivant. Ce qui signifie concrètement que tout ce qui a été versé, les crédits fiscaux liés à ces cotisations minimales sont définitivement acquis au Trésor. Donc évidemment, il y a eu une levée de boucliers, des entreprises, des experts comptables, on parlait de beaucoup de procédures juridiques, etc. Et notamment, un problème majeur qui se posait, c'était la rétroactivité de la loi, c'est-à-dire qu'on lance une loi, mais elle s'applique sur des crédits des crédits d'impôt passés. Donc il y a eu beaucoup de débats là-dessus. Heureusement, notre ministre de l'économie est intervenu, a remis les choses en place, a dit qu'il y aurait un erratum au niveau de cette circulaire de la DGI, que les choses seraient rétablies, qu'il n'y a pas de rétroactivité de la loi. Mais bon, quand même, cette imprécision pose un problème, et je laisse le dernier mot à Omar Fage, le directeur général de la DGI, qui dit que certaines dispositions sont ambiguës et donnent à plusieurs interprétations. En matière fiscale, c'est un peu dangereux. Bon, voilà pour la petite histoire, effectivement. Rappel, 9h48 sur Atlantique Radio, place à notre deuxième sujet dans les décodeurs Atlantique. Comment doper l'attractivité du Maroc? Je me tourne vers vous, Tariq Amalki, le CMC, le Centre marocain de conjoncture, qui a donc publié fin de semaine dernière, vendredi, sa première enquête de perception de l'attractivité marocaine par les opérateurs économiques. Le résultat est moyen, 46,9 sur une échelle de 100 points basée sur plusieurs indicateurs. Avant qu'on se pose la question comment doper l'attractivité du Maroc, comment a été mesurée donc cette attractivité concrètement? Écoutez, donc pour rappeler un petit peu le contexte aux auditeurs, c'est la première fois d'abord qu'un tel baromètre est mis en place par le Centre marocain de conjoncture, donc dans le prolongement de nos activités d'observation justement de l'environnement économique et social dans lequel se mouvoient donc nos entreprises. Donc nous avons eu comme idée donc de prolonger un petit peu donc nos études par d'une certaine manière la perception qu'ont les opérateurs de l'attractivité, parce que comme chacun sait, c'est l'attractivité d'une économie qui conditionne les flux d'investissement, qu'ils soient étrangers ou qu'ils soient donc nationaux. Donc nous avons conçu un guide d'entretien donc basé sur 15 critères. On va pas les lister tous. Les plus importants, oui. Les plus importants, c'est le coût des facteurs de production, la qualité de la justice, le niveau de transparence des procédures administratives, la qualité des ressources humaines, la qualité des institutions, la pression fiscale. Donc ça, c'est les 6 critères parce qu'en fait, au préalable, on a demandé, parce qu'il y a également donc une pondération dans les critères, quels sont donc aux yeux des opérateurs économiques sur la base de 15 critères proposés, quels sont ceux donc qui sont les plus importants à leurs
yeux. Donc c'est ceux que je viens de vous citer. Donc combien d'opérateurs économiques alors nous avons donc ciblé donc les fédérations, donc l'ensemble des fédérations, et donc à charge pour elles de sonder d'une certaine manière sur la base d'un échantillonnage que nous avons donc adopté avec eux. Donc chaque fédération donc a eu comme mission d'une certaine manière de sonder des entreprises emblématiques dans le cadre de leur secteur d'activité. Donc c'est un travail qui a été donc mené en concertation, et donc les résultats que nous avons obtenus donc sont sans appel. Le Maroc donc n'obtient pas la moyenne au niveau donc de l'attractivité, donc un score de 47 sur 100. Et les facteurs les plus négatifs aux yeux des opérateurs, c'est d'abord les coûts des facteurs, donc sans surprise, le niveau de transparence des procédures, l'accès au financement, donc on en parlait, la taille du marché intérieur qui est extrêmement préjudiciable, et les aides incitatives aux investissements dont les opérateurs considèrent qu'elles sont trop peu importantes. Bon, ça dresse un tableau bien noir en tout cas. Non, c'est un tableau relativement mitigé, mais qui s'inscrit dans le contexte. C'est-à-dire qu'il faut aussi mettre en parallèle ce baromètre avec les prévisions de croissance pour 2016 qui sont extrêmement pessimistes. Pour rappel, le CMC donc a été le premier à tirer la sonnette d'alarme et prédire un taux de croissance économique de 1,2% pour l'année 2016, suite à un taux de 4,9% pour 2015. Donc je ne sais pas si on a le temps de revenir un petit peu sur les facteurs qui sont à la cause de cette situation, mais déjà le constat est alarmant, dans le sens que nous sommes en train de passer d'un seuil de croissance à l'autre, mais dans le sens de la diminution, puisque nous avions fait juste quelques secondes à peu près une moyenne de presque 5% de croissance sur la décennie précédente. Entre 2010 et 2015, nous sommes à peu près à 3,7% de croissance, extrêmement loin de l'objectif de croissance du gouvernement qui était, je le rappelle, de 5,5%. Et donc 1,2% de croissance prévue par le CMC. C'est la première fois depuis plus de 15 ans. Depuis 1999. Depuis 1998. Bon, en tout cas, ce tableau-là, Amine Diori, il n'est pas rassurant. Manque de transparence, coût élevé des facteurs de production, difficulté d'accès au financement. On vient d'en parler. Quelles sont les solutions pour doper l'attractivité? C'est difficile comme question. Non, c'est difficile, et d'autant plus, je rebondis sur ce qui a été dit à la fin, c'est-à-dire le taux de croissance de 1,2%, et il sera malheureusement pas tiré par l'investissement privé des entreprises notamment, puisqu'il y a une autre étude qui a été faite récemment sur les industriels et leur volonté d'investir en 2016, et plus des trois quarts disait qu'ils n'avaient pas l'intention d'investir, justement à cause du facteur coût du financement et le fait que le financement leur soit fermé. Donc quand une grande partie des entreprises ne pensent pas à investir, et que c'est un autre facteur qui évidemment bloque la hausse de la croissance. Ouais, on voit que vraiment le circuit est presque fermé. Tariq Al-Malki, comment on peut tenter de corriger, de résoudre une partie de la problématique, de rendre attractif un petit peu plus l'économie, la perception de l'économie nationale par les opérateurs? Déjà, moi, à mon sens, nous sommes, au-delà donc des constats que nous avons rappelés, donc le rythme de croissance qui s'amenuise, nous avons des fondamentaux économiques, macroéconomiques qui, contrairement à ce qu'on dit ici et là, sont extrêmement préoccupants, notamment le niveau de la dette extérieure qui devient insoutenable, plus de 300 milliards de dirhams, le chômage. Surtout des jeunes qui dépassent les 40% pour les chômeurs de 15-24 ans, tout ce qui concerne la compétitivité donc économique du Maroc à l'export, donc qui est donc extrêmement mise à mal, l'environnement des affaires. Donc tout cela, à mon sens, a une cause fondamentale, voire deux, c'est l'essoufflement de notre modèle de croissance mis en place depuis plus de 10 ans maintenant, donc un modèle qui était donc basé sur le marché intérieur, donc à travers donc le développement de la demande, le pouvoir d'achat. Donc lorsqu'on voit que le pouvoir d'achat donc stagne, donc bien évidemment donc ce modèle donc est caduque, et ce modèle finalement n'a servi qu'à entraîner donc un effet multiplicateur donc au niveau des pays partenaires commerciaux du Maroc, dans le sens où ceci donc a induit l'explosion du déficit de la balance commerciale à travers les importations. La perception de l'attractivité marocaine, comment l'améliorer? Ça passe par le plan d'accélération industrielle qui commence à donner des fruits? Ça passe, entre autres choses, oui, par un renforcement de la politique de l'offre. Donc il y a aujourd'hui donc un plan qui est assez intéressant, mais qui mériterait d'être redynamisé, reboosté et surtout reconfiguré donc au niveau de sa gouvernance. Il y a un problème, à mon sens, de pilotage
pilotage de l'ensemble de ces politiques publiques. C'est-à-dire il y a beaucoup de bonne volonté au niveau de l'industrie, au niveau, on l'a vu, du secteur de l'énergie renouvelable, où ce secteur peut constituer jusqu'à 5% du PIB marocain si véritablement il y a la mise en place d'une vision donc extrêmement précise. Donc moi je préconise la création d'un comité ad hoc de pilotage de l'ensemble de ces politiques qui seraient rattachées, comme ça se fait d'ailleurs dans un certain nombre de pays asiatiques, donc rattachées donc directement donc au chef de gouvernement, donc qui aurait pour mission donc de piloter de manière transversale. Avec des ministres à l'intérieur, avec oui, c'est-à-dire donc une sorte de super ministère de la planification publique, donc à travers donc l'exigence de ramener l'ensemble de ces plans sur une même temporalité, donc avec une allocation de moyens humains, financiers, logistiques pour mutualiser d'une certaine manière les moyens et éviter les déperditions. Deuxième axe, c'est la politique d'innovation. Nous n'avons pas malheureusement de politique d'innovation, donc il faut que l'État prenne en charge ce problème et mette en place une véritable politique d'innovation avec comme objectif de doubler, voire de tripler la part de la recherche et développement dans le PIB et d'augmenter le nombre de brevets d'invention dont, je rappelle, la majorité sont créés par des non-résidents, et justement, non pas par des résidents marocains. On va en parler d'innovation parce que justement on a vu les chiffres de l'OMPI qui sont pas très bons sur ces brevets déposés qui n'arrivent pas tellement à grimper. Enfin, en tout cas, les objectifs ne sont pas atteints pour l'instant. Parce qu'il n'y a pas de politique incitative de la part de l'État. Oui, c'est ça le constat. C'est que si on veut doper l'attractivité économique, il faut innover notamment à mine du riz. Et là, pour l'instant, la recette, elle est pas gagnante. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Clairement, c'est vrai que rapporté au PIB, le montant de l'investissement pour l'innovation est très faible rapporté à des pays 0,7. Rapporté à des pays émergents, on parle toujours de la Corée pour comparer. Ils sont à 3, voilà, 4. Voilà. Je dirais, il n'y a pas de miracle, comme on dit. Ouais. Voilà, donc il faut déjà augmenter le budget pour la recherche. C'est obligé. Ça, c'est la première chose à faire. Monter peut-être à 4%, ou en tout cas. Peut-être pas 4, mais au moins arriver à 2 d'ici 2025, 2020, 2025, ça serait déjà beaucoup. Ça, c'est un point. Deuxième point, peut-être, pour améliorer l'innovation. Alors après, il faut aussi pour innover, il faut qu'il y ait des personnes qui soient capables d'innover. Donc après, c'est aussi la qualité des porteurs de projets, un meilleur accompagnement de ces porteurs de projets. Et puis évidemment un cadre incitatif pour l'innovation. Alors le cadre incitatif, moi je voudrais revenir aussi à quelque chose qui est assez quand même préoccupant. Il y a au Maroc, le chercheur n'a pas de statut juridique. Donc moi on peut pas parler de politique de recherche, de politique d'innovation, dans le sens où moi je ne conçois pas la recherche comme quelque chose où l'ensemble des acteurs sont dispersés. Il faut que l'État favorise le rapprochement entre l'entreprise et l'université en dotant justement donc le chercheur d'un statut officiel. Il y a également tout ce qui concerne les incitatifs. Donc pour inciter les entreprises à investir dans la R&D, il faut faire ce qui a été fait notamment en France à travers le pacte de compétitivité où il y a ce qu'on appelle donc les crédits d'impôt qui peuvent justement donc favoriser, donc alléger les structures fiscales des entreprises et les inciter à investir dans la R&D. Bon, on va y aller, Tariq Malki, parce qu'il nous reste 2 minutes. Allez-y, 30 secondes. Terminer donc un point rapidement donc par rapport à ce qu'il faut faire, c'est également revoir le rôle de l'État. L'État doit pratiquer ce qu'on appelle un interventionnisme intelligent à travers notamment l'orientation d'une partie de l'épargne publique vers des secteurs à forte valeur ajoutée à travers la création de fonds souverains. Et sans oublier l'amélioration de l'environnement des affaires à travers notamment la création de cette banque publique d'investissement. Donc il y a beaucoup de pistes à explorer. Il faut de la volonté, une vision et du courage politique. Et bien voilà, surtout. Des solutions en tout cas qui sont abordées. Merci Tariq Malki, docteur en économie, membre du CMC, le Centre marocain de conjoncture. Amine Diouri, merci, responsable PME chez Inforisque. À très bientôt, messieurs, pour un prochain numéro des Décodeurs Atlantiques. On retiendra donc l'ensemble de ces solutions, et notamment Tariq Malki, votre proposition de banque publique d'investissement, qui n'est pas votre proposition, mais en tout cas proposition de plusieurs politiques et plusieurs chercheurs. 9h59 sur Atlantique Radio. Vous restez avec nous dans un instant. Votre émission citoyenne, les experts Atlantiques avec Faisal Tadlaoui. Vous connaissez le numéro de téléphone 05 22 95 36 70, 05 22 95 36 70 ou 80. Tout de suite le point info en langue arabe avec Mourad Baba. À demain.